Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. C'est la nouvelle du jour, cette entente officialisée sur Churchill Falls. La signature aura lieu à Saint-Jean-Terre-Neuve, en présence bien sûr de Christine Fréchette, la première ministre du Québec, mais aussi Mark Carney, premier ministre du Canada, premier ministre de Terre-Neuve aussi, Tony Wickham, qui est à l'origine de tout ça, souvenez-vous. Hein, en campagne électorale, lui, là, il avait fait ses choux gras de ça en disant la précédente entente, elle est mauvaise pour nous, il faut renégocier. On renégocie aujourd'hui. On a quelques détails là-dessus, notamment l'agrandissement de la centrale de Churchill Falls, mais aussi la construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique qui est Gull Island. Et dans le journal ce matin, le bureau parlementaire a des détails sur cette entente-là. C'est fragmentaire, on va le savoir plus en mi-journée, mais voici ce qu'on sait. Terre-Neuve va pouvoir vendre, entre autres, une partie de ses surplus d'électricité aux Américains, mais ça va devoir passer par Hydro-Québec. Et c'est Terre-Neuve qui va devoir payer des coûts de transport. Essentiellement, on augmente aussi la capacité de production. Yvan Clich est fellow et spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Clich. Bonjour. À la lumière des informations qu'on a là, ce matin, le portrait va être plus complet en cours de journée, mais est-ce que ça vous apparaît être une bonne entente pour le Québec? Oui, parce que si c'était une bonne entente en 2024 lors de l'annonce initiale, ce qu'on nous dit présentement ou ce qu'on entend, c'est que on va avoir encore plus d'énergie qui va se dégager de ce contrat-là. Et le Québec est à la recherche d'énergie électrique, elle est à la recherche d'une sécurité d'approvisionnement à long terme. Donc ça, on peut tirer plus de jus, si vous me passez l'expression, de cette entente, tant mieux. Moi, ce que je vois de passablement différent, c'est notamment l'ajout d'un projet éolien. Pourquoi pas? C'est un endroit où il y a beaucoup de vent. Alors, et on va être déjà installé une ligne de transport, notamment pour Gull Island. Alors, à partir de ce moment-là, on maximise les possibilités, les retombées autour de ce projet-là. Donc, c'est intéressant pour les Québécois, en autant que le prix de l'électricité soit concurrentiel. Et ça, lors de l'entente initiale, Hydro-Québec nous avait fait valoir que le prix moyen de l'ensemble des équipements qui produiraient de l'énergie à partir de la rivière Churchill, ben ça serait à 6 sous du kilowattheure, ce qui est, oui, un prix imbattable par rapport à toute autre option. Mais si on recule un peu en arrière, M. Clich, on payait l'électricité une bouchée de pain là, dans l'entente initiale avec Terre-Neuve-Labrador. Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que l'entente initialement, c'était pour renégocier le prix qui était hautement insatisfaisant pour Terre-Neuve à 0,2 sous du kilowattheure. Juste pour donner une idée de comparaison, on paye à peu près à 7-8 sous, nous, le prix du kilowattheure, les citoyens québécois, donc c'était très bas. Terre-Neuve, on le sait, a été en cours régulièrement contre ce contrat, mais toutes les cours, y compris la Cour suprême, a donné complètement raison à Hydro-Québec parce que c'est nous qui avons assumé les risques financiers et les risques techniques, les risques de construction autour de la mise en place de la centrale de Churchill Falls. Le contrat roule depuis 1969, devait prendre fin en 2041. Et nous, le Québec, ça devenait urgent de savoir où on s'en allait dans ce contrat-là. Parce que si c'est 5000 mégawatts, c'est 15% de la production du Québec. Si on voyait qu'on ne pouvait pas s'entendre avec les Terre-Neuviens, 5000 mégawatts, ça prend facilement un bon 15 ans avant de remplacer ça par un autre équipement. Et si on fait 2041 moins 2026, ben voilà, ça fait 15 ans. Donc, il fallait que nous, les Québécois, on soit rassurés à savoir si ce contrat-là allait être renouvelé ou pas. Là, on a cette assurance-là, mais en plus, on a d'autres projets qui seront développés sur le territoire. Alors, encore une fois, si avec le prix qui est indiqué par Hydro-Québec, ça reste de l'énergie fiable en base, tout le temps, de manière continue, avec un prix intéressant. Puis c'est de l'énergie, bien sûr, sans émissions de gaz à effet de serre. Puis autre point, c'est dans une filière, l'hydroélectricité, qui est une filière d'excellence pour les Québécois. Bon. Quant aux révélations de notre bureau parlementaire ce matin, là, qui nous apprend que Terre-Neuve va pouvoir vendre les surplus aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est une concession qui vous apparaît raisonnable? Et est-ce que quand même le Québec aura un peu, va pouvoir mettre la patte un peu là-dessus? Ben, à moins que les règles n'aient changé depuis quelques années,
normalement, Hydro-Québec est, entre guillemets, tenu d'accepter de transiter de l'énergie vers sur son réseau vers un autre territoire. Ce sont les règles nord-américaines de transaction d'électricité. Hydro-Québec elle-même a accès à d'autres réseaux pour vendre de l'électricité à des clients, que ce soit les provinces canadiennes ou les États du territoire du nord-est des États-Unis. Donc, ce sont des règles qui gèrent le marché et le commerce de l'électricité en Amérique du Nord. Donc, si Terre-Neuve arrive à avoir un contrat auprès d'une autre entité et qu'elle doit passer par le territoire québécois, ben Hydro-Québec est tenu d'accepter, moyennant un frais de transit. Alors, je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas juste une question que c'est bon ou pas, c'est une question de simple respect des règles de transaction d'électricité sur le marché nord-américain. Est-ce qu'il y a des angles morts à cette entente-là? Est-ce qu'il y a des bémols à surveiller? Moi, j'aime votre question. Moi, c'est beaucoup, ça tourne beaucoup autour des risques de construction. Les derniers projets qui ont été développés au Canada, que ce soit en Colombie-Britannique, un projet qui s'appelle SITEC, SITEC, et également à Terre-Neuve, le projet Muskrat Falls. Les deux projets, donc, ont vu des dépassements importants de coûts. Souvent, les budgets qui avaient été initialement envisagés ont été doublés. Dans le cas même de Terre-Neuve, il y a une commission d'enquête. Alors, il y a présentement une inflation des équipements de production d'électricité. On parle de transformateurs notamment, parce qu'on n'est pas les seuls qui veulent accélérer, mettre la cadence forte sur l'électrification. Alors ça, je pense que ça va être véritablement quelque chose à surveiller. Il faut que on arrive à des paramètres financiers budgétaires adéquats et on s'assure de rester à l'intérieur de ces paramètres-là. Le fait que Mark Carney soit là aujourd'hui lors de l'annonce, qu'est-ce que ça vous dit sur le rôle joué par le fédéral? Il apparaît, M. Carney, répondra à des questions, mais le fédéral avait indiqué qu'il y aurait des crédits d'impôt pour des projets d'interconnexion et des projets d'énergie renouvelable au Canada. Alors, c'est quand même une entente aussi majeure. Ce sont des gros investissements entre deux provinces pour de l'énergie propre. Il faut se rappeler que le Canada a émis tout récemment une stratégie de développement électrique qui mise sur le fait de doubler la production d'électricité au Canada et également d'interconnecter les territoires. Alors, cette entente-là coche deux de ses objectifs fondamentaux. On va développer de l'énergie propre et on va s'interconnecter également entre provinces. Alors, et avec les crédits d'impôt ou les incitatifs fiscaux financiers qui ont été offerts par le gouvernement fédéral, ça a sûrement aussi contribué à la signature de cette entente dont on va connaître les tenants aboutissants ce matin. Alors, c'est en mi-journée aujourd'hui. Yvan Clich, spécialiste en énergie. Merci pour vos explications. À très bientôt. Autrement.